Donc troisième conférence avec comme titre une question, Weber avec ou sans Marx. C'est une conférence qu'il m'a paru utile de prévoir et une question qu'il m'a paru utile de prévoir dans ce programme parce que nous venons de parler de Marx, nous venons de parler de Weber et que dans la littérature, la confrontation entre Marx et Weber, c'est quelque chose d'extrêmement répandu et il me semblait que ce n'était pas, disons, correct, on va dire comme ça, de passer par-dessus cette question. Bien sûr, ça va me faire un tout petit peu sortir du thème de l'hégémonie, au sens strict du terme, mais je me suis dit que c'était aussi une question de culture générale, hein, et que, ma foi, ce n'est pas inutile non plus de ce point de vue-là de l'aborder. En tout cas, les séminaires des Amis de la Liberté nous permettent cette liberté-là, et profitons-en. Donc, une question qui a été largement commentée par le passé parmi les commentateurs de Marx ou de Weber et parmi les universitaires. Je reprends comme base documentaire celle de la fois dernière, c'est-à-dire, je la rappelle, les étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron, de 67, la sociologie de Max Weber de Catherine Colliot-Hélène, que j'ai utilisé aussi la semaine dernière à la découverte, 2006 puis 2014, et Découvrir Max Weber de Guillaume Fondu aux éditions sociales en 2020. Et pour cette fois-ci, j'ajoute un autre ouvrage de Catherine Colliot-Hélène qui s'intitule Max Weber et l'histoire et qui est paru, lui, en 1990 aux Presses universitaires de France, et aussi le numéro 11 de la revue Actuelle Marx, qui est de 1992 et qui consacre tout un dossier à cette question qui est la nôtre ce soir. Et dans ce dossier, on trouve des contributions intéressantes de Jacques Bidet, Catherine Colliot-Hélène, Michael Lewy, Enzo Traverso et Jean-Marie Vincent. Dans la trace écrite, vous aurez les références de toutes ces contributions. Vous aurez le lien vers toutes ces contributions. Je vais partir d'une anecdote que Catherine Colliot-Hélène rapporte. C'est celle-ci. Quelques jours avant sa mort, Weber, de retour d'une conférence à laquelle il a assisté avec un ami, il dit à cet ami qui l'accompagnait: la sincérité d'un intellectuel aujourd'hui, singulièrement d'un philosophe, peut se mesurer à la façon dont il se situe par rapport à Nietzsche et à Marx. Celui qui ne reconnaît pas que, sans le travail de ces deux auteurs, il n'aurait pu mener à bien une grande part de son propre travail, se dupe lui-même et dupe les autres. Le monde intellectuel dans lequel nous vivons a été en grande partie formé par Marx et Nietzsche. Voilà, ce genre de déclaration conviendra très bien, sans nul doute, à ceux qui cherchent à mettre en avant les éléments de parenté entre les deux auteurs, entre Marx et Weber. Peut-être que ceux qui, au contraire, veulent faire de Weber un anti-Marx laisseront cette anecdote de côté ou minimiseront sa portée. Encore que, à bien lire Weber, dans ce que vient de citer Hugues, en fait, ce que dit Weber peut être décortiqué et on peut distinguer des niveaux de lecture très fins, différents. Je ne vais pas le faire ici, mais on pourrait évidemment décortiquer tout cela très finement.
Alors, moi, je vais essayer de baliser ce débat-là, ce débat Marx-Weber. Je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, je vais regarder les aspects de l'œuvre de Weber qui peuvent être invoqués pour en faire un anti-Marx. Qu'est-ce qu'a dit Weber que l'on peut convoquer pour en faire un anti-Marx? Ce sera une première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de déterminer les caractéristiques de l'univers intellectuel de Weber au début du XXe siècle qui manifeste l'influence de Marx. Et puis, nous essaierons d'apprécier aussi en quoi cette influence se retrouve dans les idées de Weber. Ce sera la deuxième partie. Cette seconde partie, elle va consacrer elle-même deux sections. Une première section pour faire le point sur les objets d'étude de Weber, qui le rapprochent de Marx, et une seconde section pour établir les convergences entre les conceptions de l'histoire de l'un et de l'autre. Voilà le plan que je vais suivre. Alors, première partie, Weber sans Marx ou contre Marx. Sans Marx ou contre Marx. La principale pièce à verser à ce dossier-là, c'est quoi? C'est un ouvrage extrêmement connu de Weber, c'est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de 1905. Un ouvrage qui, à sa parution, a fait grand bruit et qui a continué de faire grand bruit pendant des décennies et des décennies. Il faut dire que la thèse de Weber, dans cet ouvrage, elle est décapante. Julien Freund, et pas Freud, explique dans le dictionnaire des philosophes de l'Encyclopædia Universalis 2006 que l'ambition de Weber est de montrer qu'à l'origine, le capitalisme n'est pas seulement le résultat de l'accumulation du capital, de l'exploitation des hommes, comme le disent les marxistes, de la rationalisation du droit, etc., mais qu'il doit se comprendre également par l'éthique puritaine des premiers entrepreneurs qui voyaient dans leur réussite matérielle un signe d'élection religieuse. Voilà. Vous voyez les relents spiritualistes de cette appréciation de Freund. Mais Weber va se défendre d'avoir des orientations spiritualistes. Dans l'éthique protestante, il indique qu'il n'a pas prétendu substituer à une interprétation causale unilatéralement matérialiste une interprétation spiritualiste de la civilisation et de l'histoire, tout aussi unilatérale. Weber nous explique... Oui, vas-y. Oui. Il y a juste une question qui me vient tout de suite quand j'entends ça. Est-ce que les marchands d'esclaves sont considérés comme des entrepreneurs? Parce que pour moi, c'est quand même du capitalisme aussi d'exploiter des esclaves. Et quand on applique cette phrase-là, religieux, qu'est-ce qu'il y a des religieux derrière? On est bien d'accord. Les marchands d'esclaves sont bien des capitalistes, souvent beaucoup de choses en même temps, d'ailleurs aussi des propriétaires fonciers, Oui, des choses comme ça. Entrepreneurs, hein, c'est une entreprise. Bien sûr. Bien rodé d'ailleurs. Mais bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est la contradiction, la grande contradiction de tous ces entrepreneurs. Hein. Ils conduisent un commerce qui éventuellement donne dans des formes particulièrement abjectes. Ben voilà, mais en même temps, ils développent un discours, ils se recommandent d'un discours humaniste, la Renaissance, la Réforme, etc. Hein. Bien sûr. Et oui, bien sûr. Oui, je vais rajouter, puisque les esclaves n'étaient pas considérés comme êtres humains. Oui, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Oui, oui, tout à fait. Ils étaient seulement une force de travail. C'était des biens nobles. Ouais. Dans les ruines de Delphes, la plus grande ruine, c'est le marché aux esclaves. Il faisait partie du groupe des biens. C'est ça, c'était des biens nobles. Hein. Oui. Absolument. Merci.
Oui, merci de ton intervention. Donc, ce que Weber a voulu faire, c'est attirer l'attention sur le fait que la conception capitaliste du travail et des autres pratiques sociales appelle un fondement éthique et que le protestantisme est la seule religion adéquate à ce rôle. C'est ça que Weber revendique comme intention en écrivant l'éthique protestante. Enzo Traverso dit que Weber souligne les affinités entre le capitalisme et l'éthique protestante, sans fixer aucune dépendance du premier à l'égard de la deuxième. Voilà. Donc il persiste dans le fait de se défendre contre tout spiritualisme. Mais il faut bien le dire, Weber aura beau faire, l'éthique est parue en 1905, lui il va mourir en 1920, il aura beau faire, aussi bien de son vivant que après, on ne va cesser de rattacher l'éthique protestante à une orientation spiritualiste. Catherine Colliot-Tellen dit que le sentiment dominant qui se dégage est que Weber invertissait apparemment les places du déterminant, l'économique, et du déterminé, le culturel, par rapport à une vulgate marxiste courante à l'époque. Alors, il faut bien dire que cette lecture de Weber peut aussi se comprendre parce que dans les mêmes années, Weber a explicitement condamné de la façon la plus catégorique. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Salut. Salut. Weber a explicitement condamné de la façon la plus catégorique la conception matérialiste de l'histoire. C'est aussi sur cette base que les commentateurs rabattent Weber sur des conceptions spiritualistes et humanistes, évidemment, puisque lui, le premier, il voue aux gémonies la conception matérialiste de l'histoire. Par exemple, 10 ans après l'éthique, en 1915, dans l'introduction à l'éthique économique et les grandes religions du monde, il explique, citation que Colliot-Tellen a également dénichée, il explique qu'il rejette l'idée. La spécificité d'une religiosité serait une simple fonction de la situation sociale de la couche qui en apparaît comme le porteur caractéristique, et qu'elle ne se représenterait pas, par exemple, que leur idéologie ou encore un reflet de la situation de cette couche du point de vue des intérêts matériels et idéels. Voilà. Donc, quand on accumule toutes ces citations, on peut bien évidemment être amené à se dire, bon ben ça y est, l'affaire est entendue, la cause est entendue, Weber est un anti-Marx. En fait, non, ce n'est pas aussi simple que cela, et c'est ce que nous allons regarder maintenant. Ça va être la deuxième partie de notre exposé. La deuxième partie, c'est Weber avec Marx, après avoir thématisé Weber sans Marx ou contre Marx. Eh bien, on va voir maintenant en quoi on peut rapprocher Weber de Marx. Par exemple, Colliot-Tellen, encore elle, je lui emprunte beaucoup d'éléments, puisque son livre Max Weber et l'histoire, et je vous le recommande, il est particulièrement intéressant. Colliot-Tellen, par exemple, elle relève que dans les mêmes pages où il critique le marxisme, et pour ainsi dire d'une même haleine, Weber à la fois stigmatise le monisme économiste et du matérialisme historique et affirme hautement la fécondité créatrice ou l'importance heuristique éminente
des concepts marxistes. Vous voyez, là, la tonalité de cette citation est quand même très différente des premières. Là, Weber fait des reproches au marxisme. Qu'est-ce qu'il reproche au marxisme? Il reproche au marxisme qui a forgé, ça nous le savons, qui a forgé de nombreux concepts, les forces productives, les rapports de production, etc., etc. Il reproche, Weber au marxisme, d'attribuer à ces concepts une portée ontologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il reproche au marxisme de prêter à ces concepts de l'être, de l'existence de l'être, et même de leur attribuer une place dans ce qui nous entoure. Là, on est dans des considérations philosophiques techniques. Hein, l'ontologie, c'est la science de l'être, de ce qui est en tant qu'être. Et voilà le reproche précis que Weber fait à Marx, c'est de prêter de l'être à ces concepts. Par exemple, de prêter de l'être à force productive, de prêter de l'être à rapport de production. Alors que Weber lui dit, ces concepts, ce ne sont jamais que des artefacts, c'est-à-dire des phénomènes d'origine artificielle, des productions de l'esprit humain. Et il ajoute que la théorie marxiste constitue le cas de loin le plus important parmi les constructions idéales typiques. Cette position de Weber ne l'empêche pas de considérer que l'étude par le matérialisme historique des faits de culture sous l'angle de ce qui les détermine et de ce qui fait leur efficacité économique, eh bien que ce matérialisme historique a ouvert un champ de savoir nouveau et que cela est apporté à son crédit. En quoi, quand Marx parle de force productive, on peut appeler ça un artefact? Bon, bah, ça n'a rien d'artificiel. La force productive, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut observer, qu'on peut décrire. Pourquoi un artefact? Alors là, on est au cœur de la discussion hein, entre Marx et Weber, et là, c'est sûrement le point particulier sur lequel Marx et Weber sont en total désaccord. Hein, c'est clair. Pour Marx, il n'y a aucun doute que les forces productives, ça n'est pas du tout un artefact. Pour lui, ce sont des réalités matérielles, mais aussi des réalités humaines. Il ne faut jamais oublier que pour Marx, je prolonge un peu la réponse, le concept de force productive, on a tendance à voir tout de suite le capital matériel, les machines, les bâtiments, enfin, etc. Mais que pour Marx, quand il met force productive au singulier, la force productive, il entend d'une manière globale le matériel et la force productive humaine, hein, bien entendu. Donc, pour Marx, il n'y a pas de doute que tout ça a une réalité vraie, quoi, hein, bien entendu. De même pour rapport de production, d'ailleurs, les rapports de production, eh bien, la réalité de ça, effective de ça, c'est que nous avons non pas des personnes, des groupes, des classes constituées avec un rôle, une position par rapport à la propriété des forces productives et un rôle qu'elles jouent dans l'utilisation et surtout la valorisation de ces forces productives. En l'occurrence, là, le capital matériel, bien entendu, puisque pour le reste, le capital humain, c'est plutôt son abrutissement, son exploitation, son aliénation, son abrutissement.
Bon, et là aussi, réalité... bon, là, je crois qu'il faut... je vais m'arrêter là, mais il faut aller dans l'idéologie allemande. Dans l'idéologie allemande, le premier et le deuxième chapitre en particulier sont extrêmement explicites là-dessus. L'idéologie allemande, elle est disponible dans une version de poche depuis quelques années, en édition bilingue, français-allemand, aux éditions sociales. Premier, deuxième chapitre, donc dans une traduction nouvelle, et qui est une traduction qu'on qualifie de GEM. Donc une traduction GEM, c'est quoi? C'est une traduction grande édition Marx Engels. Donc nous sommes dans une... Je prolonge encore la parenthèse. Nous sommes dans une période particulière en ce moment. Nous y sommes rentrés depuis 5-10 ans. Et ça va encore durer, je ne sais pas, 15-20 ans au moins. C'est que nous sommes en train d'assister à la publication ou republication de toutes les œuvres de Marx Engels. Mais dans une édition appuyée sur les originaux allemands et avec une traduction scientifique. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, il y a bien des réalités derrière les concepts. Weber porte au crédit du matérialisme historique le fait d'avoir ouvert un champ de savoir, d'études d'un certain nombre de faits sociaux sur, en s'appuyant sur le contrefort ou le point d'appui économique dans l'économie de ces faits sociaux et en expliquant leur efficacité économique par ce contrefort économique. Mais donc il continue de penser qu'il s'agit là en tout état de cause d'artefacts, et on vient de voir que là est un point de désaccord irréductible entre les deux œuvres. Ça, c'est une première chose. Il faut aussi apprécier la relation entre Marx et Weber par rapport au contexte intellectuel allemand au début du XXe siècle. 1920, on est, enfin 1915-1920, on est, en 1905, on est 20 ou 25 ans après la mort de Marx, qui est mort en 83. Donc 83, 17, et on est 22 ans après la mort de Marx. En 1905, on est 10 ans après la mort d'Engels. On est donc bien près de ces deux personnages clés du marxisme. Et puis, encore autre chose, en 1905, 10, 15, 20, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est que la social-démocratie est à son maximum. La social-démocratie allemande, à cette époque-là, elle est florissante, évidemment. Donc ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte pour comprendre les prises de position de Weber. Voilà, pour ce qui est des considérations générales qui ouvrent cette deuxième partie. Et alors maintenant, je vais passer au thème que Weber aborde dans son œuvre, les objets, ce que j'ai appelé au début les objets d'étude, et qui vont nous permettre d'apprécier d'une nouvelle manière la proximité ou la non-proximité entre Weber et Marx, et en l'occurrence d'ailleurs la proximité. La première chose, c'est que dans l'œuvre de Weber, le thème du capitalisme est très présent. Les recherches de Weber, de ce point de vue-là,
manifeste l'influence de Marx. Par exemple. Par exemple. Par exemple, Weber dit dans l'avant-propos à la sociologie des religions, écrit en 1920, que le capitalisme est la puissance la plus déterminante pour le destin de notre vie moderne. Voilà. Je voulais dire ce que je voulais dire, c'est que vous vous souvenez peut-être ce que nous avons évoqué il y a 15 jours. Hein, j'ai consacré un paragraphe particulier à la conception que Weber avait du capitalisme et je disais aussi que la grande question qui obsède Weber, c'est pourquoi le capitalisme est advenu en Occident et pourquoi il n'est pas advenu ailleurs. Et quelque part, l'ensemble des recherches de Weber, c'est un peu ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu du capitalisme en Occident, avec un O majuscule, je ne détaille pas. L'Occident, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. C'est un conglomérat, on va dire. Je mélange tout, là. Pourquoi il y a du capitalisme en Occident et pas ailleurs. Donc, évidemment que de ce point de vue-là, il y a sans aucun doute possible une influence de Marx sur Weber. Mais cette influence se perçoit aussi dans la façon de Weber de penser les divers aspects du rationalisme occidental, que ce soit le fonctionnement de l'économie, celui des institutions politiques et juridiques, ou bien encore le type de questions que se posent les sciences, par exemple, sans compter les formes de l'art. En particulier, comme Marx, Weber est sensible à un mouvement qui étreint toutes les sphères, tous les contextes de l'être au monde de l'homme moderne, à savoir l'impersonnalité des rapports sociaux, que l'on peut aussi définir comme une chosification, réification, en allemand Versahrlichung. Vous reconnaissez là une thématique marxienne typique, hein, sur le fétichisme, la chosification, etc. Et de ce point de vue-là, il y a un cousinage, une proximité évidente entre les deux. C'est un thème qui comporte deux aspects, d'ailleurs, deux aspects particuliers, deux aspects différents. Il y a tout d'abord le fait de l'impersonnalité des relations marchandes. Là, ça sent le Marx à plein nez, bien sûr, qui tient au fait que ces dernières, les relations marchandes, elles sont enserrées dans des logiques rationnelles se situant à milieu des exigences charitables envers les personnes concrètes prônées par l'éthique religieuse, hein, donc des résonances avec ta question de tout à l'heure. Il y a ça comme premier aspect, et le deuxième aspect dans cette question de la chosification, c'est le fait de l'impersonnalité de l'administration politique et du fonctionnement juridique, et le fait que les personnes qui sont affectées à la gestion, au fonctionnement de ces choses-là, de ces institutions, institutions administratives, politiques et juridiques, eh bien, c'est le fait que les règles éthiques auxquelles elles adhèrent, qu'elles appliquent dans leur travail, sont incompatibles avec les règles éthiques de l'Église médiévale et du protestantisme luthérien. Et notamment, ajoute Colliottelen, avec la pitié réciproque du dominateur et du dominé, comme il en va dans la famille. Et Weber ajoute, au lieu de cela,
à quoi est-ce qu'on assiste, à quoi est-ce que les populations sont confrontées? Eh bien, elles sont confrontées à un lacis de règles, de procédures, servies par un personnel politique froid et impersonnel, s'acquittant de sa tâche avec sens du devoir, professionnalisme, d'une part, et d'autre part, pour ce qui est des juges, on est confronté à des juges préoccupés très principalement de respecter les normes. Voilà le constat global très fort que fait Weber, et ce constat-là le rapproche de Marx, même si par ailleurs, bien sûr, on peut gloser à l'infini sur toutes les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Je voudrais maintenant aborder la question des moyens de production, de la séparation des travailleurs d'avec les moyens de production, question aussi souvent évoquée quand il s'agit de Marx et Weber, même si par ailleurs, quand on consulte les manuels d'économie ou de philosophie politique de nos universités, on ne trouve pas grand-chose dans les manuels sur cette question de la séparation des travailleurs d'avec les moyens de production. Alors, Marx fait de l'appropriation privée des moyens de production l'origine de l'accumulation primitive du capital et l'origine de la formation du monde bourgeois. Colliottelen indique que Weber reprend cette analyse, il la reprend, mais il en généralise la portée de la manière suivante. À l'instar de l'ouvrier dans l'entreprise capitaliste, les soldats d'aujourd'hui, à quelque niveau hiérarchique que ce soit, ne sont d'aucune manière possesseurs des moyens qui permettent de faire la guerre. Pas plus que les fonctionnaires ne le sont des moyens de l'administration. Voilà, donc une parenté de Marx et de Weber sur ce sujet qui est raccord avec l'autre parenté que nous avons relevée il y a un instant en ce qui concerne la rationalisation et la chosification tous azimuts. Il y a bien une différence entre les deux auteurs, qui est que Marx situe l'origine de la chosification, du fétichisme dans l'économie, mais Colliottelen la relativise, cette parenté. Il s'agit là peut-être, dit-elle, d'une divergence mineure au regard d'une compréhension de la modernité fondamentalement identique chez les deux auteurs. Entre la rationalisation de Weber et l'aliénation de Marx, la distance n'est pas grande. Chaque auteur, en effet, pointe l'automatisation croissante des champs de pratique qui sont construits au fur et à mesure, au fil des siècles, par les hommes, et décrit les effets négatifs qu'il en résulte pour ces derniers. Si on se résume, Marx et Weber ont la même approche de ce qui fait la spécificité du monde moderne. L'aliénation, pour le premier, on vient de le dire, et la rationalisation pour le second. Marx, pour ce qu'il concerne, situe la source de cette aliénation dans l'économie, ce que ne fait pas Weber, bien entendu. Et là, c'est une différence qui est irréductible. Voilà pour ce qui concerne les objets d'étude. Vous voyez qu'il y a des proximités relativement importantes et qui sont toujours relativisées par des différences d'angle ou des différences sur l'origine des choses. On a discuté sur les artefacts ou les réalités effectives, c'est une discussion possible, ou bien il y a cette discussion sur le rôle du substrat économique qui est évidemment important chez Marx et qui, chez Weber, est beaucoup plus relatif. Je vois un exemple assez typique où les trois termes sont en lien: rationalisation, chosification
et efficacité. Rappelez-vous, avant sur l'autoroute, quand on avait un péage, il y avait un étudiant derrière, on donnait les sous. C'était une chose, hein, c'est-à-dire qu'il était remplaçable facilement par un autre. Et tout à coup, il n'y en a plus. Oh, c'est la carte bancaire qu'on met, donc on a rationalisé. Et vraiment, les trois termes, là, je les vois bien dans cet exemple-là, hein, que tout le monde connaît. Bien sûr. Rationalisation, chosification, et le troisième c'était Fétichisme. Non, il y avait un autre terme. Rationalisation, chosification, Efficacité. efficacité. Et peut-être aliénation aussi. Aliénation. ouais. Aliénation. Oui, mais Internet, ça relève de la même idée. Ça relève de la même idée. Internet. Uber, presque. C'est vrai qu'il y a un être humain en bout de chaîne. Mais c'est à peu près tout. Puisque, disons que, mis à part le fait qu'effectivement, il y a une personne en chair et en os qui livre la pizza, mais tout le reste est numérique. Hein. Il y a plein de choses, évidemment. Alors, c'est un thème que nous aborderons l'année prochaine, ça. On va l'aborder l'année prochaine. C'est le thème de la numérisation, ubérisation et le thème de la société, du capitalisme de contrôle. Donc, je vais mettre en bibliographie sur mon blog des ouvrages qui concernent ce thème. Il y a en particulier Zuboff, une américaine, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme de contrôle », qui est assez intéressant, même si sa démarche, sa perspective politique n'est pas la nôtre. Hein. Ce n'est pas une perspective anticapitaliste. Donc, mais néanmoins, son livre accumule, propose une quantité absolument invraisemblable de faits, de documents qui sont extrêmement impressionnants. Bon, la perspective n'est pas anticapitaliste, on lui pardonne, hein, mais nous l'utiliserons dans notre perspective à nous. Hein. Donc l'année prochaine, il y aura ce thème-là qui est extrêmement important à connaître, parce que ça, c'est quelque chose que nous avons à gérer tous les jours. Hein. Par rapport au concept de l'aliénation, c'est un concept qui a été utilisé par Karl Marx lorsqu'il était jeune hegelien. Oui, et ses approches aussi philosophiques lorsqu'il est mûr. Mais en revanche, lorsqu'il effectivement commencé à écrire le Capital, il a complètement disparu. Oui. Le concept de l'aliénation, elle a été changé par le fétichisme. Oui, tout à fait. Donc l'aliénation, c'est normal. C'est normal que Weber et Durkheim l'utilisaient. Je veux dire, donc c'est une approche plutôt sociologique. Mais Karl Marx, effectivement, quand il était jeune hegelien, quand il était sous l'influence de Hegel, il a utilisé le concept d'aliénation. Mais si vous avez vu le Capital, elle a complètement disparu. Exact. Il y a tout un chapitre dans le Capital sur le fétichisme. Sur le fétichisme. Absolument. C'est plus concret. C'est ça, tout à fait. Donc ça fait partie des évolutions de Marx. On aura peut-être l'occasion de les évoquer aussi l'année prochaine. Les thèmes de l'année prochaine ne sont pas encore tous calés, bien entendu. Il y aura le discours de la servitude volontaire, mais tout n'est pas calé. Hein. Mais on pourrait imaginer quelque chose sur le fétichisme. Mais je reviens aussi par rapport à Weber. Weber, contrairement à Durkheim, hein, parce que Durkheim considère le marxisme, la doctrine marxiste, comme réactionnaire, et très violente. Il ne reconnaît pas du tout s'il est envers Karl Marx. Par contre, Weber, oui, il l'avait dit. Oui, le marxisme l'a dit. C'est vraiment être malhonnête si on ne reconnaît pas l'influence du marxisme sur nous. C'est Il ça. l'avait dit clairement. Alors, Hein? Voilà. J'ai pas assisté au début, c'est confirmé. Juste avant que tu arrives, j'ai cité l'anecdote
Ah oui, oui. Voilà, l'anecdote où Weber se confie à un ami après une C'est soirée. confirmé, mais Oui, c'est exactement. ça, c'est ça. J'ai cité cette anecdote. Donc effectivement, C'est Weber... exactement comme ce qui se passait avec Keynes. Eh bien, Keynes aussi, c'est il l'a pareil. reconnu de la même manière. Exactement. Mais en cachette. Hein. Oui, 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 oui. Mais ça, il faut dire aussi une chose, parce qu'il faut resituer tous ces grands intellectuels dans la société dans laquelle ils travaillent. Weber, je l'ai dit là, il y a 15 jours, mais ça mériterait d'être documenté, bien entendu. Mais je le redis aujourd'hui, Weber se conçoit comme un intellectuel organique de la bourgeoisie allemande. Oui, oui, bien sûr. Attention, Surtout, attention. Ah bah oui. l'époque de Bismarck, Ben, bien sûr. la réunification de l'Allemagne. Et voilà. Il était là pour Et voilà, voilà. conceptualiser tout ça. Mais Durkheim aussi. Durkheim, c'est l'intellectuel organique de la Troisième République. Que diable! Oui, c'est ça. Hein. Donc ce sont des gens qui ne vont pas développer leur travail de recherche dans certaines directions. Bien sûr. Ils vont développer dans certaines autres, bien entendu. Je ne dis pas ça pour minorer Durkheim. Franchement, les sources de la morale et les deux sources de la morale et de la religion, ben moi je suis d'accord, c'est un grand livre. On peut trouver toujours des C'est un grand livre, ben, bien sûr. Mais ce sont quand même, il ne faut jamais l'oublier, ça c'est un concept gramscien qui est très utile, qui permet de comprendre. Ce sont des intellectuels organiques. Et donc, ça permet aussi de comprendre les grandes caractéristiques de leur travail, les limites qui sont les leurs. Ça me fait penser au Gramsci pour les philosophes allemands de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. J'exclus là ce qu'on appelle les philosophes, les théoriciens de ces mouvements atroces là, de Hitler. Je les exclus parce qu'à mon avis, c'est plutôt des tricheurs que des philosophes. C'est-à-dire qu'ils manipulent les idées, surtout les sentiments, plus que les idées. Mais je veux dire que, par exemple, on retrouve la synthèse de ces deux choses chez Orwell. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Big Brother dans Orwell, quand il a tout contrôlé, tout malgré? Eh bien, il regarde. Bien sûr. Tout. Et donc, je pense donc que ça va pas avec. Mais si vous regardez, par exemple, l'unité de l'Italie et l'unité de l'Allemagne, qui se font très tardivement, qui gardent une forte obstination locale, ce qui est le contraire de la France, qui a fait une unité à partir de la Révolution. En France, là, le français s'impose rapidement comme langue unique. Pourtant, vous avez des gens qui parlent occitan, des gens qui parlent breton, des gens qui parlent, etc. Le créole, dans les différents créoles, parce que ce n'est pas tous les mêmes. Mais en Allemagne, vous n'avez pas ça. Les dialectes locaux restent pendant très longtemps en usage. Par contre, brusquement, après la guerre de 40 et dans les années 50, ils disparaissent en l'espace de 10 ans. Oui. Ma belle-mère qui était sarroise, quand elle parlait avec ses frères et ses sœurs avant que de mourir, ils ne la comprenaient plus parce qu'elle parlait en vieux sarrois. Et personne ne parlait plus le vieux sarrois. Or, elle avait quitté Assar parce que ses parents étaient dans l'opposition à l'époque de la montée du fascisme et du rattachement à l'Allemagne. Elle l'avait quitté à cette époque-là. Plus personne ne parlait sarrois. Mon mari le parlait encore couramment, mais aux réunions de famille, on le faisait parler parce qu'il trouvait ça beau comme on ferait parler quelqu'un avec une langue du Moyen-Âge. C'est beau. C'est vrai que l'Allemagne et l'Italie, elles ont ce point commun, bien sûr. Hein. Les processus d'unité ont été à la fois tardifs et incomplets. Et alors Gramsci en a parlé dans les cahiers de prison pour l'Italie. Pour l'Italie. Il explique le rôle des propriétaires fonciers dans le sud de l'Italie, etc. Je reviens sur les langues. En Italie, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui est d'origine italienne, c'est quelque chose, me semble-t-il, comme une cinquantaine de manières de parler l'italien, je crois. Oui, tout à fait. Quelque chose comme ça. Encore aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est du sud de Naples, c'est ça. Ben, avec quelqu'un qui est du nord, de Livourne, ou tout comme ça, ils ne se comprennent pas. C'est ça.
Il faut qu'il parle très lentement et voilà. Et puis par exemple, ma mère qui était italienne, qui était vénitienne, quand on lui parlait des Siciliens ou des Calabrais ou des gens des Marches, des choses comme ça, on attend d'abord qu'ils apprennent le Vénéto, après on en reparlera. Quand elle parlait des Florentins, c'est pareil, maintenant le Florentin c'est la langue admise par tout le monde. Le Florentin, non mais attends, nous on signait déjà des traités de paix, tout ça, en vénitien, eux ils n'étaient même pas en ville, une ville seulement. Donc la France, elle se caractérise. Hein. Bon, là, on parle France, Allemagne, Italie. On peut dire que la France, jusqu'à la moitié du XXe siècle, elle se détache par rapport au rôle de l'État. Alors après, pour l'Allemagne et pour l'Italie, je pense qu'il faut nuancer parce que, après la guerre, il y a quand même quelque chose qui intervient, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, elle a obligé les sociétés à perfectionner leur État, hein, à faire monter leur État à un niveau de compétence, à un niveau d'efficacité différent. Je pense que l'État allemand, bon, bien sûr, il y a les phénomènes fédéralistes en Allemagne, mais bon, je pense que l'État allemand, l'État italien, même si je ne suis pas spécialiste de ces questions, j'ai quand même plutôt tendance à dire, sauf à être contredit, que ces États-là ont atteint un niveau d'efficacité quand même assez élevé, il me semble. L'Italie a réussi à se débarrasser, peut-être pas à 100%, mais à 50% de la mafia, des choses comme ça. Peut-être que là je me trompe, peut-être que je vais être contredit, mais voilà. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, le deuxième aspect dans le deuxième thème, ou le deuxième temps de la valse, pour regarder ce qui rapproche Marx et Weber, c'est la conception de l'histoire. Parce que Marx a passé à Weber, ou Weber a hérité de Marx, comme on voudra, des objets d'étude, mais pas seulement hérité de Marx des objets d'étude. En même temps qu'un objet, dit Collioure-Tellen, Weber a également hérité d'une préconception déterminée de la matière de l'histoire humaine. De la matière de l'histoire humaine. Alors, Collioure-Tellen est bien consciente, évidemment, que cette parenté-là ne va pas être facile à établir. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, en ce qui concerne Marx, on a une matière formidable, géniale, c'est l'idéologie allemande. L'exposé méthodique, enfin méthodique et complet, on va dire ça comme ça, du matérialisme historique. Alors que pour Weber, on n'a rien de semblable. On a un petit quelque chose qui s'appelle, c'est un ouvrage de Weber qui s'appelle « Théorie de la science ». Théorie de la science, ce sont des essais publiés par Weber dans différentes revues entre 1904 et 1917 et qui ont été réunis en un volume intitulé « Théorie de la science ». Mais ce volume « Théorie de la science » n'aborde pas vraiment les mêmes problématiques de fond que Marx aborde dans l'idéologie allemande. C'est le plus proche, mais tout en étant le plus proche, il en est quand même passablement différent. Et donc, Collioure-Tellen est bien consciente qu'il va lui falloir mener l'enquête. C'est en cela que je la suis, que je suis Collioure-Tellen dans l'ouvrage qu'elle a consacré à Max Weber et l'histoire, que j'ai indiqué tout à l'heure. Il va lui falloir mener l'enquête, et elle commence par faire remarquer une chose. C'est que Marx, comme Weber, utilise des termes voisins pour parler de la science qu'ils veulent faire, qu'ils sont en train de faire. Par exemple, Marx
pour parler de son travail, il dit qu'il veut faire une science réelle, une science positive. En allemand, eine wirkliche, positive Wissenschaft. Weber, de son côté, quand il parle de ce qu'il fait, il dit qu'il veut faire une science de la réalité. C'est assez proche. Wirklichkeitswissenschaft. À la même époque, d'ailleurs, à la même époque de Marx, je veux dire, à la même époque que Marx, quelqu'un comme Feuerbach, Ludwig Feuerbach, parlait quant à lui de philosophie positive. Feuerbach parlait de philosophie positive, donc dans les années 1840. D'une manière générale, d'ailleurs, il faut bien le dire, et ça c'est une influence d'Hegel, évidemment, du début du XIXe siècle, d'une manière générale, la pensée allemande avait tendance à se tourner vers la réalité. Marx disait en 1843, dans la critique du droit politique hegelien, que la tâche de l'histoire, après que l'au-delà de la vérité a disparu, est d'établir la vérité de l'en deçà, en allemand, die Wahrheit des Diesseits. Oui, vas-y. Quelle est la différence entre une science positive et une science négative? Alors là, ce ne serait pas cette distinction-là hein, que ni Marx ni Weber auraient accepté. Ils n'auraient pas accepté la tension positif-négative. Ils disent positif, mais en réalité, la tension qui est la leur, c'est une science de l'au-delà ou une science de l'en-deçà. C'est pour ça que Hugues vient de dire, vient de rappeler ce que disait Marx en 1943, la tâche de l'histoire, après que l'au-delà de la vérité a disparu. L'au-delà de la vérité a disparu, c'est Dieu, la religion. C'est ce qu'il pense, évidemment. C'est ce qu'il pense, hein. C'est sa vision, son ressenti à Marx en 1843. Après que l'au-delà de la vérité a disparu, la tâche de l'histoire est d'établir la vérité de l'en-deçà. C'est-à-dire... ici, concrètement, ce qui est ici. Oui. Hein, la réalité. La réalité. Donc, science positive, c'est la réalité. C'est ça, science positive, c'est la réalité. Donc, on ne l'oppose pas à science négative, on l'oppose plutôt à la science de l'au-delà. Hein, dont on... Alors là, c'est Marx. Hein, lui, Marx, hein, la science de l'au-delà, circuler, il n'y a rien à voir. Pardon, c'est la religion alors. La religion. C'est dans la critique c'est dans la critique du droit politique hegelien. Oui, là où il écrit que la religion est l'opium du peuple. Voilà. C'est exactement dans ce texte. Enfin, je ne sais pas si on peut adonner, c'est l'opium du peuple, mais c'est aussi ce qui permet au peuple de supporter sa condition. Il l'a dit. C'est pas seulement, voilà. Il Il faut pas carrément. voir que c'est seulement ce qui le fait... Il l'a dit carrément, comme ça l'a dit carrément. Ne lançons pas la discussion sur la religion qui n'est pas dans notre sujet. Ça revient à la Par contre, par rapport au positivisme, Alors ça, c'est autre chose. Auguste Comte, elle a influencé. Oui. Weber, si vous avez remarqué, elle a influencé aussi Durkheim. Ça, c'est sûr. C'est pour cette raison, vous remarquez qu'elle a une approche structuraliste qui a été utilisée effectivement par Weber et par Durkheim. Oui, tout à fait. Il y a une vision structuraliste de la réalité. Bien sûr. Alors, c'est le moment de rappeler hein, le titre d'un ouvrage de Comte, Système de philosophie positive. Positive. Donc, c'est pour rappeler l'écho hein, avec ta question, faire écho à ta question. Alors, bon, le tropisme, donc, je rappelle ce que j'ai dit avant les interventions, c'est le tropisme de la philosophie allemande de l'époque vers des choses réelles, vers la réalité. Weber, par exemple, il commente le travail d'un économiste de son époque, que nous avons complètement oublié, qui s'appelait Rocher. Et il avait ces mots. Il développe une conception de la vie orientée de façon purement intramondaine
diesseitig. Voilà. Donc c'est un indice diesseitig. Encore une fois, c'est un indice de plus pour montrer que les conceptions de Weber et de Marx, les conceptions de leur travail, pouvaient quand même avoir des points de contact assez substantiels. Collioth-Hélène fait aussi observer que Bourdieu, au XXe siècle, avait, pour Weber, eh bien, Bourdieu parlait de matérialisme généralisé. Bien, mais il y a donc un accord. Mais cet accord n'est pas sans provoquer un malaise non plus, parce que le matérialisme a tellement été associé depuis Marx, le matérialisme a tellement été associé aux privilèges explicatifs accordés aux facteurs économiques qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, etc., on a quand même un tout petit peu de mal à rapprocher, à articuler matérialisme et avec une position qui dénie à l'économie un rôle explicatif dans les faits sociaux. Donc on a encore un peu de mal à faire ça. Et donc, Collioth-Hélène, elle essaie de prendre en compte, de prendre en charge ce malaise, cette difficulté, matérialisme sans privilège économique explicatif de l'économie. Elle essaie de prendre en charge cette difficulté et elle va chercher des réponses à cette question, à ce problème, dans l'étude de la polémique que Marx soutient au début des années 1840 avec les jeunes hegeliens, dont il était lui-même issu, bien entendu. Au cours de cette polémique, Marx est amené, dit Collioth-Hélène, à préciser les principes d'un nouveau questionnement historique. Contre la philosophie idéaliste. Contre la philosophie idéaliste. Marx affirme une première chose. Le destin historique des hommes ne se décide pas au niveau des représentations religieuses ou autres qu'ils se font du monde. Ce qui est décisif pour Marx, bon là c'est l'idéologie allemande, hein, la dispute avec les jeunes hegeliens, on la trouve dans l'idéologie allemande. Ce qui est décisif pour Marx, au contraire, ce sont les pratiques réelles des hommes et les institutions qu'ils ont construites. Et, dit Marx, les jeunes hegeliens, eux, croient au règne de la religion, des concepts et de l'universel. Marx, il leur reproche, il leur reproche cette position-là, et il leur reproche leur attitude inconséquente, qui consiste à dénoncer contre Hegel le pouvoir de l'esprit, contre Hegel le pouvoir de l'esprit, dénoncer le pouvoir de l'esprit, tout en continuant de croire, comme Hegel, que l'histoire est le produit de l'esprit. Je répète, ils continuent, les jeunes hegeliens, ils continuent de croire que ils dénoncent le pouvoir de l'esprit. Là, ils sont contre Hegel. Dénoncer le pouvoir de l'esprit, ça les positionne contre Hegel. Mais en même temps, ils disent que l'histoire est le produit de l'esprit. Là, ils sont avec lui. Donc, Marx dit, les jeunes hegeliens, là, chez eux, il y a une inconséquence majeure. Donc, pour Marx, au fond, dit Collioth-Hélène,
les jeunes hegeliens partageaient avec Hegel la conviction que la matière de l'historicité humaine est d'ordre symbolique, ou, en d'autres termes, que ce qui rend l'histoire intelligible, ce qui se trame en elle, c'est l'organisation du sens du monde, la réponse aux questions, toujours identiques, liées à l'existence humaine comme telle. Au lieu de cela, Marx affirme de la manière la plus nette que ce dont traite l'histoire, c'est des individus réels, de leur action et de leurs conditions matérielles de vie, celles qu'ils trouvent déjà, à aussi bien que celles qui sont produites par leur propre action. la tâche du savoir historique, alors, quelle est-elle? Elle est donc, dit Marx très modestement, si on peut s'exprimer ainsi, de se saisir des savoirs empiriques, de les analyser, d'en rechercher les causes. On sait que pour permettre cette investigation, Marx met aussi au point, je l'ai déjà évoqué, une batterie de concepts nouveaux, force productive, rapport de production, etc. Là, je ne fais que l'évoquer, je passe là-dessus, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'infrastructure, superstructure. Voilà, etc., etc. C'est pas ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Retenons pour aujourd'hui, pour notre sujet d'aujourd'hui, que la grande rupture que Marx introduit, ce n'est pas d'abord le déterminisme économique dans l'idéologie allemande. Ce n'est pas d'abord le déterminisme économique, mais d'abord la rupture avec l'interprétation idéaliste des phénomènes historiques. D'abord la rupture avec l'interprétation idéaliste. Donc on retrouve la citation la vérité de l'au-delà, la vérité de l'en-deçà. On retrouve cette citation-là. Au fond, que fait Marx? Quel est le grand geste qu'il accomplit? C'est de séculariser la théorie. Séculariser la théorie. Donc, l'au-delà, l'en-deçà, encore une fois, hein, de tout à l'heure. Séculariser la théorie. Celle-ci devient, la théorie devient la critique de la tradition et des explications métaphysiques. Voilà. Exit les garanties extrasociales, Dieu, la religion, exit la providence. Les hommes qui font l'histoire en font aussi la théorie. Les hommes qui font l'histoire en font aussi la théorie. Et donc, j'en reviens à Weber. Là, on est dans des considérations, je le signale au passage, dans l'idéologie allemande, en version de poche, l'édition Gemme, tout ceci figure, hein, et avec la rhétorique marxienne, évidemment, ce qui change beaucoup les choses par rapport à ce que je fais moi. Donc je reviens à Weber. Finalement, Weber, il est redevable à Marx de quoi? Il est redevable à Marx de cette rupture que je viens d'indiquer fortement, de la rupture avec l'interprétation idéaliste de l'histoire. La sociologie que Weber pratiquait, qui se mouvait, comme dit Colotelen, dans l'élément des savoirs purement profanes, entre lesquels il s'agissait d'établir des relations, des liaisons causales, cette sociologie-là de Weber, elle est redevable à Marx. Éléments profanes, l'en-deçà, exit la providence, etc., etc. Théorie sécularisée. Je répète tous les mots magiques que j'ai prononcés
il y a quelques minutes. Ce legs marxien, c'est le plus important. C'est le plus important, la sécularisation, la rupture avec l'idéalisme. Il est en quelque sorte, je pense qu'on peut le qualifier de génératif, de séminal. C'est celui qui permet les autres, qui donc permet aussi, chez Marx, pas chez Weber, mais chez Marx, évidemment, l'importance des explications économiques, bien entendu. Donc, cette façon de caractériser la rupture entre Marx et Weber, ou la rupture de Marx dont Weber hérite, c'est une façon qui ne jette pas par-dessus bord l'idée que l'économie, elle a son importance propre. Attention, c'est une idée qui dit l'importance de l'économie, elle vient après le geste qui a consisté à séculariser la théorie, à dire on s'occupe des hommes tels qu'ils sont dans la société telle qu'elle est. Donc, rupture qui, la sécularisation, rupture qui ouvre la voie aux autres ruptures, soit celle de Marx, soit celle de Weber. Reste quand même une question que Collioth-Hélène aborde, évoque, elle ne contourne pas. Question toute bête, c'est que est-ce que cette façon de présenter les choses, est-ce que ça n'est pas beaucoup les simplifier que de les rabattre sur l'histoire humaine, sur une banale histoire des pratiques humaines, sans autre forme de procès? Est-ce que ce n'est pas un peu simple? Si la question, pourquoi elle pose la question, Collioth-Hélène? Si elle pose la question, c'est qu'elle mérite d'être posée, bien entendu. Pourquoi? C'est parce qu'il existe aujourd'hui, dans le débat d'idées, une philosophie qui s'appelle la philosophie herméneutique. Nous allons vous la définir dans un instant. Une philosophie herméneutique qui est une conception de l'histoire qui est quand même carrément perpendiculaire à celle de Marx et de Weber aussi d'ailleurs, et qui prétend elle aussi à ses lettres de noblesse. Alors, philosophie herméneutique. Catherine Collioth-Hélène l'a définie comme un courant de la philosophie contemporaine issue de Heidegger qui cherche dans les conditions de l'interprétation et de la transmission des textes les principes de l'expérience historique. Le principal représentant de ce courant est Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. En France, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas situent leurs travaux dans la lignée de ce courant de pensée. Donc, les textes. Donc, c'est par exemple des gens qui se livrent à l'étude, au décortiquage de la Bible ou des textes de droit, etc. etc. Donc, c'est les textes. C'est ça qu'il faut retenir. L'herméneutique, c'est les textes. Mais, donc, Collioth-Hélène pose la question, mais elle relève que la philosophie herméneutique manifeste peu d'appétence pour l'histoire des faits sociaux. Peu d'appétence pour l'histoire des faits sociaux. On peut le comprendre aisément à travers la définition que Hugues vient, rapide bien sûr, que Hugues vient de donner de l'herméneutique. L'herméneutique, elle va plus vers l'histoire de la littérature, ou bien vers l'étude de la Bible, ou l'histoire, ou l'étude des textes juridiques, ou bien vers la critique littéraire aussi, que vers l'histoire des faits sociaux. Bien. Et donc, ce sont des gens qui se situent plus
comme des intellectuels amateurs de textes et d'œuvres d'art que comme des... qui sont conçus comme des lieux de mémoire, en fait, hein, que comme des amateurs d'histoire des faits sociaux. Colliottelen résume son opinion sur la question. Il n'y a rien à redire à la valorisation de cette expérience spécifique. Contestable est, par contre, la tentative d'extrapoler à toute histoire un schéma qui dépend d'un mode de rapport au passé aussi particulier. Voilà. Donc, conclusion de cette courte discussion au sujet de l'herméneutique, eh bien, exit l'herméneutique. Elle n'est pas légitime pour contester ni Marx, ni Weber, ni beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que Marx et Weber dans la vie, mais disons que sur les faits sociaux, l'herméneutique est peu légitime. Alors, oui. Je m'inscris peut-être en faux en citant Foucault, par exemple, en Oui, matière. Oui. Dans le domaine herméneutique, Foucault quand même a fait de belles interventions sur le plan social. Surveiller et punir, on ne peut pas passer en perte et profit pour ces écrits. L'herméneutique du savoir, tous ces éléments-là sont quand même indispensables. Et vous avez cité Ricoeur tout à l'heure, mais Ricoeur aussi, sur le plan social, est aujourd'hui très très influent quand même. Parce que le problème de l'herméneutique, c'est l'aspect narratif des choses. Ricoeur a beaucoup insisté là-dessus. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas faire passer le narratif en perte et profit. Il faut bien tenir compte à la fois du texte et de ce qui est dit dans le texte. Donc, les mots, si vous voulez, les mots que l'on plaque quelquefois sur des théories ne peuvent pas se passer de ce travail d'approche. Et des gens comme Paul Ricoeur, qui a été reconnu comme un des plus grands philosophes contemporains, est quand même une œuvre à connaître. Bien entendu. Bien sûr. C'est la même chose pour Foucault, pour Michel Foucault. Bien sûr. J'ai, au fil des ans, au cours des années, là, depuis 3, 4, 5 ans, j'ai abondamment utilisé Michel Foucault, bien entendu. Par exemple, j'ai utilisé Sécurité, territoire et population et l'essence de la biopolitique, dont j'ai fait des abrégés qui sont sur mon blog. Je le signale en passant. Donc, c'est extrêmement intéressant, bien entendu. L'analyse du néolibéralisme par Michel Foucault, c'est vrai que c'est une analyse exclusivement appuyée sur les textes. J'apporte aujourd'hui encore, de façon très récente, Pierre Nora a cité Foucault. Et quand on parle de Pierre Nora, on parle d'histoire. Aujourd'hui, si quelqu'un représente l'histoire, c'est bien Pierre Nora. Il a quand même dit clairement que la référence pour un historien d'aujourd'hui, c'était quand même Michel Foucault. Alors, aller jusque-là, c'est peut-être beaucoup dire, parce que... Ce sont des intellectuels aussi. Hein. C'est très clair, c'est très clair. Mais Michel Foucault, attention, il ne mobilise absolument aucun document historique dans son travail. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Il ne remonte pas aux archives. Oui, c'est vrai. Et il s'intéresse au suicide, il s'intéresse au des choses qui, effectivement, du contemporain à l'époque. Et puis ils sont vraiment imprégnés par l'esprit des annales. Ne dévalorisons pas Foucault, ce qu'il a fait, vraiment extrêmement intéressant. Mais il faut juste dire que Foucault, sa chaire au Conseil, au Collège de France, c'était, comment elle s'appelait? C'était Histoire des systèmes de pensée. Donc on est sur les systèmes de pensée. Par exemple, on n'est pas sur les faits sociaux. On est sur les systèmes de pensée. Foucault mobilisait
des documents absolument extraordinaires d'ailleurs. Hein. Lisez beaucoup. Oui, son analyse de l'ordolibéralisme allemand dans Naissance de la biopolitique, c'est un truc génial, c'est un chef-d'œuvre, évidemment. Je vais encore vous en proposer un autre extrait différent de tous les autres quand on va faire Foucault et la biopolitique. Hein, parce qu'on ne peut pas parler d'hégémonie et de domination sans passer par Foucault non plus. Hein. Donc on va passer évidemment par Foucault. Mais il faut, comment dire, d'un point de vue épistémologique, il faut se dire que le système de ressources de Foucault, c'est des écrits. Ce ne sont pas des archives qui contiennent des documents de première main sur ce qui s'est passé ou sur ce qui a aussi été dit. Hein. Par exemple, Foucault utilise des livres publiés, mais je ne l'ai jamais vu utiliser les manuscrits des auteurs, par exemple. Donc, ça, c'est... Sauf peut-être dans un ouvrage sur l'herméneutique du savoir. Ah, ben c'est bien C'est possible. le premier, c'est son livre, pour moi c'est un livre majeur. L'herméneutique du savoir. Oui. C'était quand même ses cours au Collège de France, là, Oui, tout à fait. ces cours étaient quand même suivis d'une façon... et là il avait des références, mais ces références étaient quand même très anciennes. Il tapait au niveau de la Grèce antique. Oui, mais bien sûr. C'était une... Mais, Si vous voulez, il y avait une espèce de filiation, mais c'était incontournable. bien sûr. Mais vous savez, sur le néolibéralisme, l'ordolibéralisme, dans Naissance de la biopolitique, Foucault s'est enfermé dans quelques sources, et puis, pour des raisons qu'on ignore, il en est resté là, il n'est pas sorti de ça, et par exemple, il lui a échappé totalement le débat Lippmann-Dewey des années 20, dont j'ai tiré une conférence l'année dernière, qui lui a échappé absolument intégralement. Pourtant, il connaissait l'existence de Lippmann, Walter Lippmann, et il connaissait aussi l'existence de John Dewey, bien entendu, mais il ne savait pas, ou ça lui a échappé, qu'il y avait eu un débat entre les deux pendant une dizaine d'années sur le néolibéralisme. Et voilà. Mais c'est la limite de ne pas remonter aux archives. Voilà. Oui, Bon. mais quand même, lui, il a On peut pas être effectivement, quand même, malgré tout ça, il s'est mobilisé sur le plan social. Ah, alors... Elle a fait des visites dans les prisons. Il se manifestait avec la soutenue, donc, vous vous rappelez l'assassinat d'un immigré, donc un immigré de l'époque, il s'est bien mobilisé aussi. Donc, bien sûr, il était à l'affût de toute action sociale. Exactement. Malgré effectivement, donc, Bien sûr. lui s'est fié uniquement au texte. Bien sûr. Oui, moi je pensais que ne pas se confronter aux archives, c'est finalement, spontanément, ne pas aller vers les confrontations de points de vue, d'époques qui parlent de la même chose. Et à mon avis, c'est le propre de l'histoire, ça. C'est peut-être la faiblesse qu'il y a dans l'herméneutique, si j'ai bien compris, qui est un travail sur des écrits, mais ça a l'air très statique. C'est pas cette confrontation d'idées, de choc des archives. Tu lis une archive sur un sujet, tu as un truc, et puis paf, tu t'envoies une autre, et c'est pas tout à fait pareil, et pas du tout, pourquoi, comment, etc. C'est stimulant. C'est stimulant, c'est le propre d'un Bien sûr. travail d'historien universitaire. Bien sûr. C'est pour ça aussi que certaines histoires de France sont plus intéressantes que d'autres, parce qu'elles comportent, celles qui comportent des documents historiques. Alors là,
là encore, une recommandation bibliographique, c'est l'Histoire de France qui paraît chez Belin. L'Histoire de France chez Belin, la caractéristique, c'est que chaque volume comporte une iconographie extrêmement impressionnante. Et puis, à la fin de chaque volume, vous avez une partie qui s'intitule « L'atelier de l'historien ». Et donc, vous avez des considérations sur la manière d'établir le savoir historique à chaque époque. C'est à refaire à chaque époque, hein, sur la manière d'établir le savoir historique. Voilà, je referme cette parenthèse. Et le manque de travail sur les archives, on peut comprendre avec ça que le travail sur les faits sociaux, ça n'intéresse pas quand on ne travaille pas sur les archives. C'est ça. Et puis je voulais rajouter, je n'ai pas lu tout Foucault, là. Il me semble qu'il n'a pas traité les non-dits de l'histoire. Il aurait du travail. Parce qu'il y en a eu pas mal. Bien sûr, bien sûr. Je te là, la question comme telle que tu la formules, elle me surprend, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? Et ce que j'ai déjà dit à notre collègue, Foucault travaille sur des textes qui sont finis. Et il est prisonnier de ce qu'il y a dans les textes. Et si les textes zappent ou ignorent, contournent les non-dits, eh bien Foucault, il est marron. Il est marron. Il est marron. Voilà. Voilà. Mais je confirme ce que tu dis sur le fait que Foucault était globalement un progressiste. Mais aussi sur de gauche. C'est-à-dire son étude concernant la folie. Il a mobilisé quand même quelques archives. Bien sûr, bien sûr. Il faut se mettre sur les progressistes. Parce que par exemple, moi je pense que je fais de l'histoire pendant 5 ans. Mais moi ce qui me frappe, c'est que les pauvres, qui constituent la moine de la France, ils sont exploités. Les pauvres, les vrais pauvres, les femmes, les petits paysans, les trucs comme ça, eux ils n'écrivent pas. Les pauvres n'écrivent en France qu'à partir de l'époque où l'orthographe devient, l'enseignement de l'orthographe de la lecture devient obligatoire, et un tout petit peu avant, parce que c'est pas venu tout seul non plus, mais en fait, on s'en aperçoit quand on lit les textes du XIXe siècle. Vraiment, les pauvres commencent à s'exprimer du fond de leur cœur, en n'étant pas verrouillés par une forme orthographe qu'ils n'ont pas l'habitude d'employer toujours dans leur langue d'origine. Mais c'est après la guerre de 14. C'est là où on trouve des pauvres qui s'expriment vraiment sur leurs sentiments, sur leur vécu, sur leur expérience, sur la façon dont ils voient l'avenir, de eux personnellement, pas en prenant le truc des autres expériences. Mais souvent, il n'y en a pas. Moi, je pense qu'on parle des orphelins qui meurent du temps de Louis XIV parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir, dans les orphelinats et tout. Mais qui en parle? Pas les parents qui les abandonnent. Parce que la plupart, c'est des parents qui les abandonnent. Je signale... Qui en parle? Ceux qui les recueillent, c'est-à-dire les gens du clergé, qui sont les prés, qui mangent tous les jours à la fête, etc. Je signale que nous avons quelques petits exemples. C'est vrai qu'on ne croule pas hein, sous les livres d'histoire. Il y a un paysan qui a fait son tour de France et d'Espagne au XVIIe siècle. Il y a quelques petits exemples de livres d'histoire qui sont proposés par des gens du peuple, ou bien par des personnes qui se sont rangées très clairement du côté du peuple. Par exemple, il y a l'histoire de la commune de Lissagaray. Oui. Bien. Il y a également ces temps-ci, là, depuis 5, 10, 15 ans, il y a quelques histoires populaires qui ont été publiées. Gérard Noiriel a publié une histoire populaire de la France, qui est extrêmement intéressante. Il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir 5-10 ans peut-être. C'est une histoire populaire des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a une histoire populaire des États-Unis d'Amérique, il y a une histoire populaire de l'humanité, dont le nom de l'auteur m'échappe. Et puis, vous avez aussi de Zaccarelli Fournel, un truc comme ça, des luttes et des rêves. C'est pareil, c'est un peu dans le genre de Noiriel, d'histoire populaire, c'est pareil.
Enfin là, c'est une universitaire, mais c'est quelqu'un qui se place très clairement. Oui, il se place, mais c'est pas celui qui est placé. Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que Moi, non. je voudrais dire que Marie de France était une très belle poème, c'est une des plus anciennes connues, sur les tisseuses de soie. Elle dit qu'elles tissent de la soie, mais qu'elles crèvent de faim, qu'elles n'ont même pas une guenille pour se mettre dessus. Mais c'est pas les tisseuses de soie qui me disent. Mais bien sûr que C'est non. Marie de France, Mais c'est pas la même chose. attention à l'effet pervers de ta proposition, parce que si je tire le fil de soie, eh bien je vais arriver à dire que Marx, il peut aller se faire voir. Non. Eh ben oui. Tout le Parce- contraire. eh ben voilà. Donc, il faut savoir mettre le curseur quelque J'écris part. aussi l'histoire. Je conclus. La manière, la pratique. Je conclus Ah voilà, C'est là. le signal de la conclusion. Je conclus. Donc, Marx et Weber. Bien, Weber, à son époque, il est mort en 1920, je le rappelle, il ne connaissait de Marx que quelques petites choses, hein, le manifeste, des choses comme ça. Par exemple, Weber ne connaissait pas l'idéologie allemande. L'idéologie allemande, elle est découverte En Union soviétique dans les années 30, Ouais. 30. dans les années 30. Et elle est publiée, traduite en français, encore un petit peu plus tard, fin des années 30 ou début des années 40. Weber, aussi, il est traduit très tard en France. Mais Weber aussi d'ailleurs, hein, je l'ai dit là, il y a 15 jours, Weber a été un tout petit peu blacklisté par l'édition française. Hein. Quand je dis un tout petit peu, je devrais peut-être dire Non, carrément. Non, mais c'est le nom pour les autres Ouais, étrangers. ouais, C'est ouais, bien. ouais. Hein, l'histoire de Hegel. Voilà. Donc, En français. il faut savoir donc que Weber, en 1920, ne peut pas connaître Marx, l'idéologie allemande. Ça, c'est important, évidemment, de le savoir. Parce que, en dépit de cette ignorance, Weber manifeste une proximité avec Marx et avec les développements que l'on trouve dans l'idéologie allemande, qui est tout de même pas négligeable du tout. C'est ce qu'on vient de Le dire. manifeste, il était suffisant. Mais le manifeste, bien sûr, bien sûr. Mais le manifeste, c'est 48. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui, Est-ce il était que suffisant. Weber connaissait la critique de contribution à la critique de l'économie politique? Parce que la préface, Je Ah pense oui, que ça, oui. c'est- Je pense que oui. ce Ouais. serait Je pense que oui. Oui, oui. important. L'introduction. Ah, parce que La préface. c'est Marx qui s'explique Oui, oui. De même sont son connus méthode. Sa méthode, oui. l'introduction de 1857. Oui, la première édition du Capital. Et la première édition du Capital de Roy, la Oui. traduction dans la traduction de Roy. Donc tout ça c'est connu. Le Capital, alors Weber lui, il lit en allemand, donc il a accès à Accès à tout. Marx, hein, il a accès à Marx sans limitation. C'est surtout l'idéologie allemande qu'il ne peut pas connaître. Personne ne sait qu'elle existe en 1920. Le marxiste aussi, il ne le connaissait pas. Eh bien non plus, non plus, il ne la connaissait pas. Donc, il y a cet élément qu'il faut connaître pour mieux apprécier les cousinages, les résonances que nous avons pu établir entre les deux hommes. Hein. C'est en dépit du fait que Weber ne connaît pas l'idéologie allemande. Alors bien sûr, il faut dire que Weber rejette le privilège explicatif de l'économie, je l'ai dit plusieurs fois, et donc on peut se demander ce qui reste du matérialisme dans ces conditions. Et là, Colliothèlène, elle a son explication. Un projet, dit-elle, hein, un projet d'intelligence de l'histoire qui a pour centre d'intérêt l'activité sociale des hommes. Voilà. L'activité sociale des hommes, pour Colliothèlène, c'est ça qui est au centre de l'explication de Weber
mais aussi d'ailleurs de l'explication de Marx, même si, ça aussi je l'ai déjà dit, même si une fois que Marx il a sécularisé la théorie, immédiatement derrière, évidemment, il y a toute l'idéologie allemande, évidemment, tout le matérialisme historique et le capital. Donc l'activité sociale des hommes est au centre de l'explication, sans en être le point de départ. Pourquoi elle ne peut pas en être le point de départ? Parce que les hommes trouvent devant eux, quand ils arrivent, ils trouvent devant eux une humanité déjà là, développée, qui a ses outils, ses procédures, ses instruments, etc. Sa division en classes, etc. Et qui ne peut pas qui n'en est pas le point de départ, mais qui ne peut pas non plus en être le point d'arrivée, pour la même raison, mais inverse, renversée, parce que l'humanité qui est déjà là, eh bien, elle ne s'arrête pas en si bon chemin, elle continue de poser des actes, de réaliser des avancées dans le domaine productif, intellectuel, etc., etc. Et donc, sans être ni point de départ, ni point d'arrivée. Le privilège explicatif de l'économie qui est refusé par Weber, il n'est pas remplacé par autre chose. Il aurait pu être remplacé par quoi, à votre avis, par Weber? Qu'est-ce que Weber aurait pu mettre en avant? Il aurait pu mettre en avant le privilège explicatif des religions. Oui, parce que... L'éthique protestante. Quelqu'un qui a écrit l'éthique protestante aurait pu mettre en avant ce privilège explicatif. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que si le pauvre Weber avait fait ça, alors là, la confrontation Marx-Weber serait beaucoup plus chaude que ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Parce que alors là, les marxistes, ils seraient vent debout. Là. Non, parce que lui aussi, par rapport au protestantisme, lui, effectivement, donc, il s'immobilise cette conception. C'est-à-dire qu'il serait obligé de mobiliser les autres religions. Mais, bien sûr. À ce moment-là, ils se trouvent dans une impasse. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, pour Colliothélène, on a affaire avec Weber à un matérialisme historique libéré de l'économie. C'est la formule de Colliothélène. Matérialisme historique libéré de l'économisme. Et Jacques Bidet, c'est la seule fois que je le citerai, Jacques Bidet, quant à lui, il estime que Weber se situe sur un terrain théorique qui a beaucoup à voir avec celui reconnu par Marx. Et pour terminer vraiment, je cite Jean-Marie Vincent, autre auteur intéressant, bien entendu. Jean-Marie Vincent, il conclut ainsi l'article qu'il a donné dans Actuel Marx. Est-il nécessaire de conclure? Comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de duel à mener à bonne fin entre Marx et Weber, mais bien plutôt un dialogue. Marx questionné par Weber est un autre Marx. Weber confronté à la pensée marxienne mène plus loin qu'il n'a jamais pu le faire tout seul. Voilà, voilà la pensée terminale que je vous propose. Est-ce qu'il faut que je dise que je donne la parole à la salle parce qu'elle l'a déjà prise? Mais bon, je le dis quand même, hein, je le dis quand même. La prochaine séance, c'est quand? Alors, la prochaine séance, c'est mercredi prochain, c'est Gramsci. Ah, déjà mercredi prochain. Gramsci et l'hégémonie. Gramsci et l'hégémonie, mercredi prochain.